Alors, la conférence de ce soir est intitulée « Face à la crise, des stratégies contrastées ». Évidemment, on l'a vu, les États n'ont pas du tout géré la crise de la même façon et ces différences reflètent des façons de faire et des façons d'être propres à chaque pays. Les risques ne sont pas perçus de la même manière, les gestes barrières ne sont pas adoptés de la même manière, sans parler des différences en termes d'organisation de soins ou en matière de décision, centralisée versus décentralisée. Bref, j'ai l'impression qu'il y a eu pratiquement autant d'approches différentes que de pays. Et il semble tout à fait impossible d'en dresser à l'heure actuelle, et peut-être même avant longtemps, un bilan. Comment pourrait-on d'ailleurs dresser un bilan? Sur quels indicateurs on pourrait se baser? Les pays n'utilisent pas les mêmes indicateurs, et en plus, ces indicateurs ne cessent d'évoluer. Est-ce qu'on pourrait s'en tenir à l'excès de mortalité? Mais dans ce cas-là, qui comptait parmi les morts? Est-ce que c'est ceux uniquement morts du Covid avec un test positif, ceux qui sont morts de symptômes similaires à la Covid? Est-ce qu'on y ajoute les décès collatéraux liés au retard de prise en charge, au suicide, au féminicide? Est-ce qu'on prend en compte la paupérisation de la population, les retards scolaires? Bref, on le voit, c'est extrêmement compliqué de chercher à comparer l'efficacité des différentes stratégies, même s'il faut bien reconnaître les pays passent leur temps à se comparer les uns aux autres et essayer de montrer qu'ils gèrent mieux que leurs voisins. Ce soir, l'idée de la discussion, c'est plutôt de comprendre ce que ces stratégies révèlent de nous, de nos dirigeants, de nos points forts, de nos manques. Pourquoi en France, par exemple, nous avons eu une approche très centralisée, très autoritaire également, très hospitalo-centrée comparativement à d'autres pays. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn Rhode, psychologue social, maître de conférences à l'École des hautes études en santé publique et spécialiste des questions de vaccination. Alors, bonsoir. Depuis le début de la pandémie, vous collaborez aux enquêtes de Santé publique France pour suivre l'évolution des comportements et notamment l'adhésion aux gestes barrières et le respect des confinements. Ce sont les enquêtes Coviprev qui sont accessibles sur le site de Santé publique France. Également Olivier Boraz, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, et vous êtes co-auteur avec Henri Bergeron, Patrick Castel et François Dedieu d'un livre intitulé Covid-19, une crise organisationnelle, paru aux presses de Sciences Po en octobre dernier. Et enfin, William Dab, bonsoir. Donc, vous êtes médecin, docteur en épidémiologie, ancien directeur général de la santé entre 2003 et 2005 et actuellement professeur émérite au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres et notamment « Agir face au risque pour un pacte de confiance sanitaire » en collaboration avec Daniel Salomon et publié au PUF en 2013. Donc, vous avez chacun votre casquette différente et vous allez essayer de nous éclairer donc, sur ces différentes stratégies qui ont été et qui continuent d'ailleurs d'être mises en place face à la Covid. Alors, pour démarrer, je propose qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire lorsque l'épidémie pointe son nez au début de l'année dernière. À ce moment-là, les premiers réflexes sont à la fois inattendus et plutôt homogènes. On confine des millions de personnes, d'abord en Chine, puis en Italie, puis en France. Et c'est vrai que cette stratégie paraissait sortie d'un autre âge, on la connaissait uniquement dans nos livres d'histoire avec la peste ou le choléra, et c'est pourtant ce qui s'impose dans plusieurs pays au XXIe siècle. Alors peut-être Jocelyn Rhode, pour commencer, est-ce que vous vous attendiez à ce réflexe-là? Alors, on a appris beaucoup de choses pendant cette pandémie parce que de nombreuses disciplines, en particulier la mienne, la psychologie, n'avaient pas été confrontées à des pandémies de maladies infectieuses respiratoires depuis les années 60. Or, les recherches et les travaux qui ont commencé sur ces questions-là, c'est plutôt à partir des années 80. Et le seul référentiel qu'on avait, c'est plutôt soit les maladies chroniques, les cancers, les maladies vasculaires, soit le VIH-Sida, qui est quand même toute autre nature. Et donc, on arrive un peu armé avec ces modèles, ces prédictions sur le plan de la manière dont la population pourrait réagir à ce risque pandémique. Et là, on a une première petite surprise qui va vite se transformer, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'équipes italiennes en épidémiologie en France, on a été très vite mobilisés, nous, les chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines, sur la manière dont les Français percevaient le risque pandémique avant que la pandémie arrive, dès le mois de janvier. Et on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de biais d'optimisme extrêmement forte
en tout cas dans la population, probablement également dans les élites, avec la plupart des gens qui pensaient que ça ne nous arriverait pas, même lorsque l'Italie a été touchée. Ce qui est tout à fait étonnant. Et par la suite, on a étudié donc les réactions de la population et en particulier l'adhésion aux recommandations qui étaient fournies par les pouvoirs publics dans les grandes campagnes ou à travers les médias. Et on s'est aperçu de quelque chose qui était tout à fait étonnant, qui était en fait une coopération paradoxale des Français à la gestion de cette crise. À la fois une expression critique extrêmement forte, une très forte défiance vis-à-vis des pouvoirs publics qui s'est encore accentuée en fait dans l'épisode des masques, et en même temps un très haut niveau d'adhésion qu'on a seulement observé à ces niveaux-là en Italie. Les enquêtes internationales et les nôtres ont montré qu'environ 95% des Français déclaraient suivre assez scrupuleusement en fait les recommandations lorsqu'on les analysait, y compris une par une. Alors, on pourrait penser évidemment que les Français exagèrent, qu'ils ne rapportent pas des comportements réels, mais en fait, ces données déclaratives, elles sont tout à fait corroborées par des données de mobilité qu'on a pu avoir, notamment par les smartphones. Il y a Google, notamment, qui collecte des données agglomérées sur le comportement de mobilité. Et on a pu montrer que la plupart des Français étaient effectivement restés chez eux, avaient très peu bougé, qu'il n'y avait quasiment personne dans les gares, qu'il n'y avait quasiment personne dans les supermarchés, même lorsqu'on comparait à des niveaux précédents, au cours des années précédentes. Donc, on a eu à la fois un très haut niveau de coopération et d'adhésion de la population, et en même temps, une énorme critique exercée à l'encontre du gouvernement et des autorités sanitaires. Alors, Olivier Borras, vous, sur ce réflexe du confinement, vous dites, en fait, on ne l'avait jamais envisagé en France, dans aucun plan, et finalement, tout à coup, on sort ça du chapeau un petit peu au dernier moment. En effet, c'est vrai que ce qui nous a, nous, beaucoup surpris dans cette décision, c'était que c'était une décision effectivement qui n'avait pas été planifiée. Donc, le plan pandémie grippale, le plan variole, tous les plans, je dirais, comparables, n'avaient jamais envisagé une telle hypothèse, une telle solution. Et en outre, je dirais, c'était une solution qui n'avait jamais été vraiment testée. On n'en connaissait pas les effets, on n'en connaissait pas l'efficacité, on ne connaissait pas les effets secondaires non plus. Donc, quand on prend cette décision au mois de mars, la France, comme beaucoup d'autres pays, il y a l'idée, l'espérance que ça va pouvoir casser les chaînes de contamination, mais on a très peu de données sur ce que ça va produire comme effet réellement sur la pandémie, mais aussi en termes d'effets secondaires. Ce que nous montrons dans le livre que vous avez évoqué, c'est que justement cette décision aussi, quand même, elle est prise très tardivement. Comme l'a dit Jocelyn, il y a un biais d'optimisme, y compris du côté des experts. On a de nombreuses paroles d'experts et de pouvoirs publics au mois de janvier-février qui ne croient pas à la dangerosité de ce virus, ne croient pas au caractère sérieux de cette épidémie. Dans l'ouvrage, nous reprenons le concept de risque scélérat qu'avait forgé François de Dieu pour effectivement évoquer un risque qui est familier. C'est-à-dire que tous les ans, régulièrement, on a des alertes similaires qui s'avèrent finalement peu dangereuses, ou en tout cas maîtrisables. Et donc, janvier-février, on a le sentiment, les autorités, les experts ont le sentiment qu'on est face à un risque scélérat, un risque connu, un risque familier, un risque maîtrisable qui s'avérera facile à contrôler. Et ce n'est que tout début mars, en réalité, que l'on prend conscience, en France comme la plupart d'autres pays européens, de la gravité de la situation, non seulement la gravité, mais surtout l'urgence. C'est le fait qu'on n'a plus le temps, on n'a pas le temps de mettre en place des moyens, des mesures plus progressives, plus ciblées, plus localisées, et qu'au contraire, il faut envisager une solution radicale qui est le confinement, en espérant effectivement qu'elle produira les effets escomptés. Donc, et cette décision, je terminerai là-dessus, elle s'inscrit aussi, comme vous l'avez évoqué, dans un phénomène de mimétisme. C'est-à-dire que la France, effectivement, s'inspire très largement de ce qu'ont fait la Chine et l'Italie. Et très vite, d'autres pays vont mettre en place des mesures comparables. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, le mot confinement, après, on met des réalités très différentes. Le confinement a été très dur en Espagne, en Italie et en France, beaucoup moins dur dans d'autres pays. Mais en tout état de cause, il y a bien un phénomène de mimétisme, sur lequel je pense qu'on reviendra par la suite, et qui ne cesse effectivement de se répéter toute l'année 2020. Et encore aujourd'hui, on voit bien que les pays s'imitent pour déclarer les couvre-feux, pour reconfiner. Donc, on imite ce que font les voisins. Et en même temps, on justifie aussi les décisions en évoquant le fait que les autres le font, et que donc, c'est forcément une bonne solution. Tout ça quand même pour masquer le fait, entre autres, qu'on n'a pas réellement de données solides pour attester effectivement de l'efficacité de ces mesures. Et donc, on va très, très largement se justifier en invoquant l'exemple d'autres pays qui font la même chose. Alors, cette décision assez radicale là, en mars, février, selon les pays, de confiner, apparaît finalement un peu comme une improvisation, une grande improvisation, alors que vous, William Dab, vous dites il y a quelques années, en fait, on était préparé
On avait un plan. Qu'est-ce qui s'est passé alors entre-temps ? Je viens de terminer un livre d'épidémiologie. J'ai repris les principaux manuels qui existent en langue française, en langue anglaise. J'ai relu les chapitres des grands ouvrages de santé publique. Dans aucun de ces ouvrages, le confinement et la gestion d'un confinement n'est traité. Donc c'est totalement inédit en matière de santé publique et de lutte contre les épidémies. Ce qui m'a frappé, c'est ce mouvement de bascule. Dans un premier temps, comme mes collègues l'ont dit, je ne sais pas si on était réellement optimiste, mais en tout cas, le mot d'ordre, c'était rassurer. Dans un syndrome assez français que j'appelle, on peut appeler le syndrome de la ligne Maginot. Le virus n'arrivera pas chez nous. Ça a été dit par la ministre de l'époque. Et puis, devant la vague italienne et la vague qui se profile chez nous, on change de stratégie et on utilise l'arme de la peur qui explique vraisemblablement ce que Jocelyn Roth disait à l'instant, c'est-à-dire une forte adhésion. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas de masque, on n'avait même pas de gel hydroalcoolique, et en France, on n'avait pas de test. Donc, on était totalement démunis pour faire face à un virus à transmission respiratoire. Ce qui est vrai, c'est que à la suite de la canicule de 2003, après les alertes bioterroristes de 2001, un très fort mouvement de préparation français, européen, international, même a été organisé. Des séries de plans ont été développés, et c'est vrai que même le premier plan de gestion d'une pandémie grippale que j'avais coordonné à la DGS n'évoquait pas la perspective d'un confinement. Les masques, oui, les masques en public, oui, mais pas le confinement. Ce mouvement s'est poursuivi jusqu'au début des années 90, jusqu'à la pandémie grippale de 2009-2010, qui a été jugée par beaucoup comme une surréaction et un gaspillage de ressources, si bien que tout au long de la décennie 2010, on a baissé la garde. Et en réalité, particulièrement en Occident, depuis une trentaine d'années, on a eu beaucoup de chance. Le sida, bon, les traitements ont profondément modifié le pronostic. Les alertes bioterroristes ne se sont jamais matérialisées. La grippe, j'en ai parlé. Le prion pathogène a fait beaucoup moins de dégâts que ce qui a été redouté à un certain moment. Même la pandémie grippale de 2009-2010 s'est révélée en réalité moins grave qu'une épidémie de grippe habituelle. Et donc, c'est peu à peu installé l'idée que tout ça, c'était des fausses alertes. Et que, quand bien même elles se réaliseraient, nous aurions les moyens d'y faire face. Et je pense que c'est l'erreur qui a été faite. Alors, sur ce point, Olivier Borras, vous dites même que finalement, les pays qui ont le plus investi dans la préparation d'une situation de crise sanitaire, qui ont multiplié les plans, etc., ont généré un espèce de faux sentiment de sécurité qui ensuite, en fait, ils ont cessé d'y prêter attention. C'est ça que vous entendez par la notion de dérive organisationnelle que vous développez dans votre livre ? Alors oui, alors appliqué à la France, oui, et quelques autres pays européens. Après, je ne généraliserai pas parce qu'il y a justement des pays qui avaient beaucoup investi dans la préparation à la gestion d'une crise. Je pense à la Corée, à la Nouvelle-Zélande, pour prendre deux exemples bien connus, qui, eux, ont bien géré enfin, bien. Alors, il faut qu'on revienne effectivement sur ce qu'on entend par bien gérer, parce que ça, c'est le fond du problème. Mais qui, en tout cas, effectivement, ne sont pas allés dans l'improvisation et, au contraire, se sont appuyés sur des plans, des dispositifs existants,
en partie parce qu'ils avaient eu l'expérience récente, et ça rejoint ce que disait William Dab à l'instant. Ils avaient connu des crises récentes assez graves, ils avaient eu moins de chance que nous. Alors, crise pandémique ou crise naturelle, des catastrophes naturelles, mais ils avaient eu l'occasion de tester, de mettre au point les dispositifs et de les mettre à l'épreuve. Donc, ça marche. En France, effectivement, on a depuis des années, comme beaucoup d'autres pays européens, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, on a beaucoup investi dans la préparation et la gestion de crise. On a activé ces dispositifs sur des petites crises, des petits événements, des événements limités, et à chaque fois, ça ne se passait pas trop mal. Donc, on avait le sentiment, effectivement, que ça marchait, qu'on était prêt. Mais on n'avait, en réalité, en revanche, pas testé ces dispositifs sur une crise de celle qu'on connaît actuellement. Et très rapidement, je dirais que ce que décrit William Dab est tout à fait juste. Il y a à la fois je pense qu'il y avait on ne prenait pas suffisamment au sérieux cette menace, et puis on avait le sentiment d'être prêt, d'avoir les dispositifs, les agences, les masques. Ce qu'on appelle la dérive, c'est effectivement ce processus d'oubli très, très lent qui s'est mis en place à partir de 2011, où par un certain nombre de petites décisions discrètes, incrémentales, comme on dit, on a délégué la gestion des masques à différentes organisations, on a supprimé les Prus pour le Fonds de Santé publique France, on a pris des petites décisions, et finalement, on a perdu la mémoire de ces crises, alors que jusqu'en 2011, je pense qu'elle était assez prégnante. On l'a perdue, tout en ayant la conviction qu'on était prêt. Et c'est ce moment de bascule, effectivement, qu'évoque William Dab, c'est un moment important parce qu'on se rend compte que la menace est vraiment sérieuse. En même temps, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens d'y faire face. On aurait pu, effectivement, et c'est ça reste un des grands mystères, un des points sur lesquels nous travaillons, mais qui restera effectivement à élucider, à savoir pourquoi n'a-t-on pas activé le plan pandémie grippale en janvier. On aurait pu le faire. Ça aurait permis, effectivement, d'avoir une approche d'anticipation. On aurait pu commencer à préparer différents scénarios, on ne l'a pas fait. J'ai des hypothèses là-dessus, on pourra y revenir, mais en tout état de cause, voilà, ce dispositif crée un faux sentiment de sécurité, et quand on prend conscience de la crise, il est trop tard, de la gravité, donc il est trop tard, et à ce moment-là, on part dans l'improvisation, et c'est ce que la plupart des pays ont fait autour de nous. Ils ont improvisé avec plus ou moins de bonheur, mais ils se sont très peu appuyés finalement sur ce qu'ils avaient mis en place depuis des années pour gérer ce type d'événement. Et c'est ça qui est assez remarquable. Et là-dessus, la France n'est pas isolée. Je dirais la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, pour ne prendre que ces exemples-là, eux aussi étaient dans l'improvisation, alors que ça faisait des années qu'ils se préparaient à ce type de situation. Alors du coup, après, là, on est dans le confinement, et on l'a dit tout à l'heure, on voit que c'est dans le sud de l'Europe, en Italie, en Espagne et en France, qu'on trouve les mesures les plus restrictives. Est-ce que quelque part, on avait besoin de cet autoritarisme-là pour que la population française écoute ? Est-ce que la méthode plutôt incitative, celle par exemple qui a été mise en place en Suède, était vouée à l'échec chez nous ? Tout à l'heure, William Dab a dit c'est la peur qui explique l'adhésion. Jocelyn Rode, est-ce que vous confirmez, est-ce qu'on avait besoin finalement de cet autoritarisme-là pour que les Français adhèrent aux mesures qui ont été mises en place ? Je risque d'ébranler un mythe à travers mes déclarations, mais elles reposent sur des données empiriques. En fait, lorsqu'on a essayé de comprendre pourquoi les Français adhéraient massivement aux mesures qui étaient proposées, qui étaient quand même extrêmement contraignantes, tout en sachant que la santé publique, c'est toujours l'histoire d'une tension entre le respect des libertés individuelles d'un côté et puis la recherche du bien public de l'autre, et que historiquement, lorsqu'on a mis en place des mesures contraignantes, que ce soit en matière de sécurité routière ou dans d'autres domaines, on a toujours eu des phénomènes de tension sociale qui sont apparus et des débats politiques importants sur ces questions. Et là, on s'attendait vraiment à ce que dans un contexte de contraintes extrêmes, avec une réduction des libertés publiques qu'on n'avait probablement jamais vécue au cours du siècle dernier, on ait des formes de résistance extrêmement fortes dans la population. Et en fait, pas du tout. On a observé un très haut niveau de soutien de la population à ces mesures, qui était probablement inédit, jamais vu dans l'histoire de la santé publique. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément surpris. Et ensuite, parce qu'on a essayé de comprendre ce qui faisait que finalement, la plupart des gens avaient adhéré à ces mesures, on était plutôt sur des arguments relativement rationnels, mais aussi le fait que le reste du confinement était perçu comme une norme sociale. Et le fait de ne pas respecter cette norme sociale faisait de nous en fait quelqu'un qui transgressait cette espèce d'accord tacite qu'il y avait entre les Français, de bien respecter le fait de rester chez soi pour éviter à l'épidémie de se poursuivre, au virus de continuer à se répandre dans la population. Et on a vu que le principal facteur, c'était ça, le fait qu'on percevait que rester chez soi, c'était une norme sociale extrêmement importante, parce que c'était une contribution
à notre devoir citoyen en bien public. Donc après, on peut avoir des interprétations anthropologiques. Peut-être que les anthropologues verront derrière tout ça notre vieux fond catholique et égalitariste, qui fait que dans des situations particulières, on respecte des formes d'autorité. C'était assez inédit, encore une fois, par rapport à d'autres comportements qu'on a l'habitude d'observer, notamment en matière de sécurité routière, pour ne citer que celui-ci. William Dab, du coup, est-ce que vous êtes surpris de cette interprétation-là? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas surpris. Jocelyn connaît sûrement ça mieux que moi, mais dans la gestion d'un risque, la manière dont celui est perçu, à la fois par la population et par ceux qui prennent des décisions, est la variable clé. Et est associé à cette perception des risques le fait d'avoir confiance. D'abord que les gens aient confiance les uns vis-à-vis des autres et que la population ait confiance vis-à-vis de ses dirigeants. Il y a eu, à cette époque-là, une dramatisation très forte avec le directeur général de la santé qui, tous les jours, en fin de journée, énonçait un bilan qui était en croissance très rapide. On était à l'époque avec un doublement des cas et des hospitalisations tous les 3 jours. Donc ça allait très vite. Il y a eu cet élément de dramatisation. Alors, si l'altruisme a joué, je m'en réjouis. Je fais confiance aux enquêtes, aux interprétations qui ont été faites. La norme sociale, oui, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y a eu ce sentiment que oui, il fallait être solidaire, qu'on était tous logés à la même enseigne. Et la saturation des hôpitaux, le fait qu'on applaudissait nos soignants tous les soirs, il y a une théâtralisation, une dramatisation qui a fait prendre conscience à tout le monde de la gravité de la situation, et ça a évidemment influé beaucoup sur la perception des risques, et en fréquence et en gravité. Mmh. Olivier Bourras, vous pensez qu'une méthode incitative aurait pu fonctionner en France? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en revanche, ce que les travaux de Jocelyn montrent très bien, et c'est quelque chose que nous aussi, en tant que sociologues, nous répétons régulièrement, c'est que la posture de départ des pouvoirs publics, des décideurs, consistant à imaginer une population qui sera irrationnelle, émotive, prompte à faire les mauvais choix, à être dans la résistance, ce présupposé est faux. Il est faux et conduit souvent à prendre des mauvaises décisions. En l'espèce, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que la population s'est comportée de façon tout à fait raisonnable, et on pourrait y revenir après, je pense aussi avec Justin, raisonnable, responsable. Et de cette manière, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, enfin, si je peux me permettre cette expression, c'est de voir à quel point le gouvernement a toujours eu du mal, durant toute l'année, à prendre en considération cette réalité. C'est-à-dire qu'on avait une population, avec bien sûr quelques exceptions, mais qui, dans l'ensemble, majoritairement, de manière écrasante, respectait les consignes, prenait au sérieux la menace, peut-être par peur, mais aussi peut-être aussi par sens de conformation, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une très grande adhésion et une très grande réflexion mise dans ces décisions individuelles. Et le gouvernement, lui, avait beaucoup de mal à accepter cela. Alors, par moments, féliciter les Français, mais ensuite était assez prompt à les gronder comme des enfants, à les infantiliser. Ça a été dit souvent en 2020. On voyait effectivement des discours récurrents de rappel à l'ordre, de dénonciation de comportements irresponsables qui justifient parfois des durcissements, alors que l'immense majorité était dans une forme de réaction, de comportement très, très raisonnable et très responsable. Et comme ça ne collait pas avec les croyances des décideurs, cette croyance dans une population qu'il faut guider, qu'il faut contrôler, qu'il faut informer aussi, mais surtout qu'il faut guider, il y avait toujours cette oscillation, et on l'a vu encore à l'automne, et on l'a vu même, on en reparlera tout à l'heure, je pense, de la vaccination, cette oscillation entre
prendre acte d'une population qui, dans son immense majorité, est capable d'entendre des informations, de les comprendre et d'agir en conséquence, et puis quand même ce souci toujours d'infantiliser, de déresponsabiliser, tout en faisant appel à la responsabilité pour justifier une décision descendante, plus ou moins autoritaire, comme vous l'avez dit, mais en tout cas qui serait, elle, appuyée sur la raison, la science, le savoir, face à des populations qui, elles, seraient dans l'émotion. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, cette crise, c'est la preuve, effectivement, qu'on a apporté la preuve, notamment les travaux de Jocelyn, ont apporté la preuve, effectivement, de ce très grand degré de responsabilité. Et pour autant, ces schémas mentaux d'une population irrationnelle et émotive continuent effectivement de dominer dans beaucoup de réactions et beaucoup de décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Effectivement, vos enquêtes, Jocelyn, montrent que les Français sont très cartésiens aussi dans leur appréhension du risque. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment vous en êtes venu à ces conclusions-là ? On a vraiment appris beaucoup de choses, c'est-à-dire que la plupart des choses qu'on postulait étaient plutôt basées sur des travaux théoriques jusqu'à présent, puisqu'on n'avait jamais été confronté en fait à une pandémie de cette nature. Et lorsqu'on a essayé de comprendre en fait les facteurs qui sous-jacents en fait à l'adhésion au comportement qui était recommandé, donc à la fois les comportements de distanciation physique, rester chez soi, éviter de se saluer, etc., et au comportement d'hygiène, se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, etc. Eh bien, on s'est aperçu que, alors je l'ai dit tout à l'heure, la norme sociale était la variable de loin la plus importante, mais il ne faudrait pas non plus penser qu'effectivement la peur n'a joué aucun rôle. Alors, ceci étant dit, ce qu'on a vu, c'est que la peur a joué un rôle très important lors des premiers jours de la pandémie, avec une espèce d'effet de surprise, c'est-à-dire le décalage qu'il y avait entre les attentes des individus, des populations, si vous voulez, qui étaient plutôt des attentes faibles. Si on ne s'attendait pas, ça a été dit plusieurs fois, à la fois par Olivier Boraz et par William Tabb. Les gens ne s'attendaient pas vraiment, y compris parmi les experts, à ce qu'on ait une épidémie de cette nature qui nous frappe. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu des phénomènes également de panique rationnelle au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a quand même les supermarchés qui s'étaient vidés d'un coup des produits essentiels, les pâtes, le riz, etc. Vous dites panique rationnelle ou irrationnelle, pardon ? En fait, c'est les deux. Je vous ai dit, c'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on a essayé de comprendre ces phénomènes, et en fait, c'est les économistes qui ont travaillé sur ces phénomènes dans le cadre des paniques boursières, par exemple. Ils ont montré que on a souvent en fait des comportements mimétiques qui sont en fait très rationnels parce que en fait, les individus n'ont pas peur de manquer, mais lorsqu'ils commencent à voir des gens se comporter de manière irrationnelle, et souvent c'est des minorités, ils se disent que comme les gens réagissent de manière irrationnelle, qu'ils vont se jeter et faire des réserves, et ben nous, on va manquer. Donc j'ai intérêt, moi-même, sur le plan rationnel, à faire des réserves, même si je ne crois pas à une pénurie. En fait, donc ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire qu'on génère les pénuries qu'on souhaite prévenir, si vous voulez. C'est très connu dans les mouvements sociaux. Souvent, on va dire on va bloquer les raffineries et les gens se jettent sur les stations essence et du coup, on a une pénurie d'essence effective quelques jours après. Donc, c'est des phénomènes qui sont très documentés en sciences sociales et qui ont parfaitement fonctionné là dans les premiers jours de la pandémie. C'est-à-dire qu'effectivement, une partie de la population a réagi de manière hyper précautionniste en disant « je vais faire des réserves, on ne sait jamais ». On a vu ça pendant la guerre du Golfe. Donc, ça a commencé à dater, c'était 89, il y avait eu le même phénomène. On ne les avait pas revus depuis. Donc, on voit une minorité de Français, effectivement, qui sont suivis par de nombreuses personnes, y compris votre serviteur. Quand j'ai voulu me procurer du gel hydroalcoolique, il n'y en avait plus dans aucun supermarché de Nantes. C'était impossible d'en avoir. C'était tout à fait intéressant. Donc ça a été les premiers jours. Et effectivement, les premiers jours, on voit qu'il y a une minorité de Français qui est vraiment habitée plus que par la peur, par cette sensation de panique, de peur intense. Mais en fait, ça se régule très, très vite. Et après, ce qu'on va voir assez rapidement, au bout de 2 semaines, après le confinement, c'est en fait une stratification de la peur par l'âge. Et plus on augmentait dans la décennie, donc les 20, 30 ans, 30, 40 ans, etc., plus la peur était élevée. Elle était liée en fait à des logiques très rationnelles qui étaient qu'on s'apercevait par les données épidémiologiques que ce sont les personnes âgées qui mouraient le plus massivement de cette épidémie, qui faisaient des formes graves. Et on voit comment en fait la perception du risque, notamment la perception de sa propre vulnérabilité, va s'aligner très très vite sur les données épidémiologiques. Et ça, c'est aussi assez étonnant parce qu'on n'avait jamais observé jusqu'à présent. Et du coup, malgré cette peur qui est complètement distribuée en fonction de l'âge, on va avoir une population qui quand même massivement fait preuve de solidarité, fait preuve de coopération avec des jeunes gens qu'on a beaucoup stigmatisés, mais qui en fait
très majoritairement ont adhéré aux mesures de distanciation physique, aux mesures barrières. Donc c'était assez intéressant. Je reviens peut-être à ce que disait Olivier Borras tout à l'heure. On stigmatise souvent certaines populations, certaines sous-populations, parce qu'elles auraient a priori des comportements non responsables. Ça n'a pas été le cas, même si ça pouvait être visible ici ou là exceptionnellement. Globalement, ce n'était pas le cas. Je me posais une question, William Dab, à quel point on peut, quand on est aux manettes, quand on décide, à quel point on peut ajuster en fait nos décisions aux réactions de la population? Est-ce qu'il y a vraiment un aller-retour, on teste, on regarde comment ça réagit, pof, du coup on voit que finalement l'adhésion est là, que la compréhension est là, alors on aurait peut-être pu finalement abandonner un peu plus tôt cet autoritarisme qui nous a caractérisés. Comment est-ce que vous percevez cet aller-retour qui pourrait ou qui ne se fait pas entre voilà, la perception de la population et les décisions prises au niveau de l'État? Moi, ce qui m'a frappé, c'est la difficulté qu'a eu notre système de décision à faire face à l'incertitude. Incertitude qui persiste encore aujourd'hui, même si on est beaucoup moins démunis qu'il y a un an. Et cette part d'incertitude qui faisait qu'en réalité, ce qu'il fallait faire et ce qui était efficace n'était pas connu. Et ce qui aurait dû conduire à expliquer à la population qu'un certain nombre de choses vont être tentées et qu'on va apprendre en faisant et qu'on va vérifier l'effectivité, l'efficacité des mesures qui sont prises et de s'adapter. Cette dimension adaptative face à l'incertitude a fait défaut. Pour une raison, à mon avis, majeure, c'est qu'on a été en grande partie démunis de données épidémiologiques fines. On a un bon niveau d'expertise globale en épidémiologie dans notre pays, mais on n'a pas d'épidémiologie sur le terrain. Encore aujourd'hui d'ailleurs, nous n'avons quasiment pas de données françaises sur les sources de contamination. Moi, je peux vous dire que dans tous les chapitres de livres d'épidémiologie sur comment est-ce qu'on gère une épidémie, l'identification des sources de contamination est évidemment le passage obligé puisque ça débouche sur le fait qu'on va isoler les personnes contagieuses, ce qui est au fond la seule chose qu'il faut faire pour maîtriser une épidémie. Et c'est ce déficit de données épidémiologiques de terrain qui, en face, va comme rigidifier le système. D'abord, va le nationaliser, va rendre impossible le fait d'avoir une gestion spatiale du risque, alors que, en réalité, au mois de mars 2020, le confinement était certainement indiqué dans 3 régions, mais pas dans les autres. Mais faute de ces données, plus une culture, ça a été dit par Olivier, à la fois autoritariste et centralisatrice et égalisatrice, nous a mis dans cette situation. Et ce déficit perdure encore aujourd'hui. Il a été maintes fois signalé par de très nombreux chercheurs, praticiens. Le ministre avait évoqué qu'il organiserait un Ségur de la santé publique qui serait le pendant en prévention collective de ce qui a été fait pour les soignants, notamment les soignants hospitaliers. Et tout le monde a noté qu'en réalité, ce Ségur qui a été annoncé n'est même pas en chantier à l'heure actuelle. Alors, peut-être que ce que vous venez de nous expliquer rejoint aussi une autre caractéristique de la France qui a été d'avoir une approche très hospitalo-centrée et on pourrait même dire très hospitalo-parisiano-centrée. Olivier Borras, vous avez étudié justement cette caractéristique-là.
Oui, non, mais ça complète ce que vient de dire William Dab. C'est vrai que tout se joue, en fait, l'essentiel se joue le 12 mars, quand Emmanuel Macron réunit le conseil scientifique, et que ce conseil scientifique, à la fois, donc, mobilise les modélisations qui ont été produites d'une part par l'Imperial College de Londres, donc les fameuses courbes de Neil Ferguson, et puis par ailleurs les modélisations de Pasteur, donc, qui montrent ces fameuses vagues, ces fameuses vagues qu'il faut arriver à aplatir, à contrer. Jusque-là, ces modèles n'avaient pas une très grande crédibilité. Enfin, ils n'étaient pas pris complètement au sérieux pour différentes raisons. Mais le 12 mars, ces modèles vont être mis en relation avec les données, avec les remontées des hôpitaux, notamment parisiens, Bichat, la Salpêtrière et Vicenne, qui sont les plus durement touchés, et dont plusieurs en fait, représentants siègent au sein des conseils scientifiques. Donc, il faut avoir effectivement il faut bien comprendre que le conseil scientifique en fait va avoir une vision déformée, et il passe ça de façon critique. Mais c'est bien pour comprendre effectivement que eux, effectivement, ce qu'ils ont d'une part sur la main, ce sont des modèles qui leur montrent effectivement une vague qui va s'abattre non seulement sur la France, mais surtout sur le système hospitalier. Et par ailleurs, ils ont des remontées de terrain de services hospitaliers qui disent on est débordé, et non seulement on est débordé en nombre, mais surtout avec des cas extrêmement graves. Et donc, et dans ce conseil scientifique, vous aurez eu éventuellement des PUPH, je sais pas, des médecins hospitaliers bordelais, toulousains ou montpelliérains. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu la même vision, peut-être qu'ils auraient été un peu plus détachés, justement, en tout cas, avec l'idée que la menace ne concernait pas l'ensemble du territoire. Mais là, on a vraiment effectivement des médecins parisiens qui sont les plus durement touchés, avec le Grand Est par ailleurs et un peu la Seine-Saint-Denis, mais surtout parisiens, et qui vont se forger à ce moment-là cette représentation d'une vague qui est là et qui est en train de s'abattre. Et si on ne fait rien, effectivement, elle va détruire le système hospitalier. Et donc, deuxième élément, effectivement, de votre question, la guerre, la fameuse guerre que déclare Emmanuel Macron, elle se joue dans l'hôpital. C'est à l'hôpital que doit se livrer la guerre contre ce virus. C'est là, effectivement, c'est l'hôpital qu'il faut protéger. Et donc, on a une vision extrêmement étroite du problème qui se centre sur l'hôpital et qui, du même coup, écarte tout un ensemble d'autres acteurs de la santé qui auraient pu être mobilisés, qui auraient pu jouer un rôle, qui ont parfois joué un rôle dans certaines régions françaises et à l'étranger, mais qui, en l'occurrence, effectivement, ont été écartés au profit d'une mobilisation générale pour protéger l'hôpital. Alors, le paradoxe, c'est qu'à la fois, on protégeait l'hôpital et en même temps, on envoyait tous les patients à l'hôpital. Et ces patients, eh bien, ils étaient par définition contagieux, en tout cas ils étaient contaminés, donc contagieux pour la plupart d'entre eux, et ils ont très largement effectivement contribué à contaminer des personnels de santé, d'autres patients, et donc ce souci effectivement d'envoyer les patients d'emblée à l'hôpital, quelle que soit la gravité de leur situation, a contribué effectivement à rendre les situations encore plus graves qu'elles ne l'étaient. Et on voit ça en Italie aussi. En Italie, les hôpitaux qui ont été les régions les plus durement touchées sont les régions du Nord, celles qui ont les systèmes hospitaliers les plus développés, les plus performants, où là aussi, dès qu'on avait des patients, on les envoyait à l'hôpital. Et donc, on a contribué très largement à saturer ces hôpitaux et à aggraver la situation, alors que les régions du sud d'Italie plus pauvres, avec des systèmes hospitaliers beaucoup moins développés, ont, d'une certaine manière, mieux géré, une fois plus, je mets ça entre beaucoup de guillemets, parce que comment on définit bien géré, on va y revenir, mais en tout cas, n'ont pas d'emblée envoyé les patients à l'hôpital. Quand ce n'était pas très grave, les laissaient à la maison. Ils étaient surveillés par des médecins de ville. Bref, il y a une autre prise en charge qui a évité effectivement de saturer les hôpitaux. Donc, quelque part, plus on avait des systèmes hospitaliers développés, plus on a souffert de la crise. Les médecins italiens, en tout cas, il y a eu un très joli texte fait par un article par des médecins de l'hospitalier de Bergame qui explique effectivement que la sophistication, la centralisation du système hospitalier dans certaines régions, effectivement, a contribué de certaine manière à aggraver le problème, de la même manière que par ailleurs, et là, du coup, beaucoup de pays sont concernés aussi, le rôle des maisons de retraite, des EHPAD, la place des EHPAD a aussi contribué très largement à concentrer des cas dans ces établissements. Et quand ces établissements, en outre, étaient gérés par des entreprises privées, par des sociétés privées, comme c'était le cas dans beaucoup de pays, eh bien, la situation était encore plus grave. Donc, on a comme ça des éléments quand même qui permettent d'expliquer comment le virus s'est diffusé et pourquoi les pays, finalement, qui étaient peut-être les mieux préparés, quand je parlais tout à l'heure aussi d'un excès de confiance en France, on avait aussi quand même cette conviction qu'on avait le meilleur système hospitalier au monde et que voilà, il ne pouvait rien nous arriver parce qu'on avait la technicité, on avait les équipements, on avait les appareils, on avait tout, quoi. On pouvait effectivement gérer. D'autres pays, c'est intéressant, par exemple, si vous prenez la Nouvelle-Zélande, j'arrêterai là-dessus, la Nouvelle-Zélande, elle, avait
très vite pris conscience que son système hospitalier serait inadapté. Ils n'avaient pas les lits, ils n'avaient pas les moyens. Et donc, leur réaction très rapide, très rapide et très massive était une manière effectivement de protéger une vulnérabilité qui était le système hospitalier. Et donc, ils ont effectivement mis en place un confinement très strict aussi, ils ont fermé les frontières, ils ont géré la crise de façon très, très dure, mais parce qu'eux avaient compris que leur système hospitalier ne serait pas en mesure de gérer un afflux de patients. C'est ce que vous dites tous. On a vraiment raisonné en termes de soins et pas en termes de prévention. D'ailleurs, nos indicateurs clés, c'était les lits de réanimation, les passages aux urgences. Et vous, William Dab, vous m'avez même dit, les lits de réanimation, on s'en fout. Est-ce qu'on va vraiment si loin ou qu'est-ce que... Pour poursuivre ce que disait Olivier Boras, vraiment, moi, ça me rappelait les réactions quand la Direction générale de la santé a publié le premier plan canicule. Et dans ce premier plan canicule qui a été perfectionné depuis, il n'y avait rien de prévu pour renforcer les urgences hospitalières. Et le plan a été accueilli de façon très, très critique par les soignants. Et le raisonnement à l'époque était simple, c'était que ça ne se jouait pas à l'hôpital. La majorité des personnes qui étaient décédées pendant la canicule sont décédées chez elles, pas à l'hôpital. Quand elles arrivaient à l'hôpital, c'est trop tard, elles sont dans un état trop grave. Il fallait absolument avoir un plan qui permettait de détecter les premiers effets des coups de chaleur et des déshydratations pour éviter aux gens d'aller à l'hôpital. Et donc, effectivement, le plan ne prévoyait pas de renforcer les moyens hospitaliers. Dans ce genre de situation, l'hospitalisation est toujours un échec de gestion des risques. On est à l'hôpital parce que le système de prévention a failli et ne vous a pas protégé. Donc, c'est pas en doublant, bon, sur le moment, ce qui a été fait était absolument extraordinaire et héroïque, mais de façon pérenne, ce n'est pas en doublant ou en triplant les capacités de soins aigus en France qu'on va faire face correctement à ce problème. La question, il y a une question culturelle de fond qui est que tout particulièrement dans notre pays, le modèle biomédical est très fort et qu'on confond santé et médecine. Et ça a des traductions très concrètes et massives. Chaque fois qu'on dépense 100 € dans le domaine de la santé en France, 97 vont aux soins individuels, dont la moitié pour l'hôpital, et 3 € sur 100 vont à la prévention organisée. Ce qui est un déséquilibre évidemment majeur. Le soin sera toujours une part dominante de la dépense nationale de santé. Le problème n'est pas là, mais avec un ratio de 97,3, le déséquilibre est très fort. Et en réalité, tout au long de cette crise, c'est ça qu'on paye. Cette impréparation qu'on évoquait au début de notre entretien, notre insuffisance de santé publique sur le terrain, le fait que la santé publique en France, je le dis souvent, c'est l'armée mexicaine. On a des très très bons spécialistes, il n'y a pas de troupes, sur le terrain. Ce qui explique notamment que l'isolement, qui était la clé de la gestion du risque, n'a jamais pu être organisé, parce que nous n'avons pas des équipes de santé publique sur le terrain pour les organiser. Et donc oui, on est sur un phénomène hospitalo-centré. Alors à l'époque, de toute façon, il n'y avait plus moyen de faire autrement. On n'avait pas évité les contaminations, il y avait des formes graves, il fallait les soigner. Et les soignants, notamment hospitaliers, ont fait un effort, encore une fois, héroïque pour sauver tous ceux qui pouvaient être sauvés. Mais à la racine de ça, il y a un déficit de prévention, c'est évident.
Et Jocelyn Rode, est-ce que dans vos enquêtes, quelque chose apparaît là-dessus, sur cette culture de la prévention en France, parmi la population, en fait? Non, enfin, là, je partage vraiment le point de vue de William Dam. On a un déficit de culture de santé publique de manière générale. Le problème, c'est qu'en plus, on confond souvent santé publique et organisation des soins dans la définition française. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, je ne suis pas historien, mais je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la prévention, parce que je trouve que c'est intéressant de voir quelles sont les évolutions qui ont marqué cette discipline au cours des 50 dernières années. Et lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là, on voit qu'il est noté qu'il y a eu une crise en fait, du paternalisme sanitaire à partir des années 60 et encore plus dans les années 70, où on s'aperçoit finalement que les mesures autoritaires, verticales, descendantes sont de moins en moins efficaces et qu'il faut en fait être beaucoup plus incitatif plutôt que coercitif dans la gestion notamment des crises épidémiques. Et ça va devenir une doctrine extrêmement importante, notamment dans la gestion des crises épidémiques en Afrique, notamment avec Ebola. On va s'apercevoir qu'en édictant des règles beaucoup trop dures, des règles sanitaires beaucoup trop dures, on se coupe en fait du soutien et de la coopération des populations et on va arriver à une doctrine qui s'appelle la doctrine des 4 E, qui est vraiment pensée de manière très fortement a priori par l'OMS, portée par des tas d'organisations. Donc les 4 E, le premier E, c'est écouter ces populations, donc savoir ce qu'elles ressentent, comment elles perçoivent les mesures, comment elles s'adaptent. C'est aussi encourager les citoyens et les populations à adopter des comportements protecteurs, mais aussi à les valoriser dans leurs initiatives locales, de manière à ce que les choses ne soient pas seulement de haut en bas, mais aussi qu'il y ait des initiatives de bas en haut, un bottom-up, comme on dit en anglais. Donc le troisième E, c'est engager les populations, c'est-à-dire les associer aux décisions qui sont prises, aux décisions publiques qui sont prises en matière sanitaire. On a vu qu'il y a eu un sacré retard à l'image sur les aspects de concertation sur les décisions de santé publique pendant cette crise. On les voit émerger très très tardivement sur la vaccination, mais on a l'impression de dire presque trop tard. Et puis, le quatrième E, c'est éviter de stigmatiser ou de culpabiliser les populations ou les gens qui ont des difficultés en fait, à mettre en place les mesures barrières, par exemple. Et on voit que si on fait le tour de ces 4 E sur au moins les 6 premiers mois de la pandémie, eh bien, la note ne doit pas être très haute. Je ne suis pas sûr qu'on ait la moyenne, comme diraient les écoles. Ok. Alors, peut-être ce serait intéressant, justement… Oui, allez-y, Olivier Borras. Oui, effectivement, ce qui a été intéressant l'année dernière, c'est justement la prise de parole par tout un ensemble d'acteurs, alors à la fois associatifs, mais aussi médicaux, experts, qui avaient fait leurs armes dans la lutte contre le sida, qui avaient beaucoup investi dans la lutte contre la maladie, et qui s'étonnaient, pour rester gentil, qui s'étonnaient de ce que tous ces acquis de la lutte contre le sida, que ce soit le rôle des patients, que ce soit les démarches de gestion des risques, que ce soit les démarches de prévention, que ce soit tout ce qui touche à la démocratie sanitaire de façon large, n'avait pas été activé, n'avait pas été utilisé. Il y avait tout un acquis, toute une capacité organisationnelle, mais aussi cognitive, des compétences qui étaient là, qui se sont même proposées, qui ont même écrit au ministère pour dire, voilà, nous sommes prêts effectivement à vous apporter notre aide pour délivrer des messages de prévention, pour organiser les patients, pour essayer effectivement voilà, de mobiliser cette… Et ils ont eu une fin de non-recevoir. Et ça, c'est quelque chose effectivement ça revient à ce que disait William Dam, c'est-à-dire que même avec cet acquis de santé publique qui est disponible, qui est là, eh bien, dans une crise comme celle-ci, qui en plus s'est étalée, on aurait été sur une crise courte, on aurait pu comprendre, mais là, c'est une crise qui s'étale et qui continue. On aurait pu tout à fait, à un moment donné, imaginer que ces acteurs soient mobilisés, soient engagés, associés, avec tout leur savoir, leur expérience, et bien, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il y a certains pays qui ont une approche beaucoup plus horizontale que vous pourriez citer c'est difficile de répondre. Après, la différence, effectivement, elle porte surtout entre des pays comme la France et l'Angleterre, très centralisés, et puis d'autres pays dans lesquels les échelons déconcentrés ou décentralisés ont joué un rôle plus important. Après, sur le rôle des acteurs associatifs, par exemple, ça, je peux pas, j'ai pas mené d'enquête là-dessus. Je ne sais pas. Mais il est clair que certains pays ont eu une gestion beaucoup plus décentralisée, donc plus proche, effectivement, des besoins des populations. Ce qu'on a vu aussi comme en France qui est important, c'est que malgré effectivement cette fin de non-recevoir et malgré cette gestion très centrée sur l'État, qui met en scène, qui agit, qui décide, on a eu énormément d'initiatives dans tous les secteurs associatifs notamment, mais les collectivités locales aussi se sont mobilisées, n'ont pas attendu. Et ça, effectivement, on le passe sous silence
on oublie de le citer, donc on parle de l'État, de ses défaillances, de ses réussites, est-ce qu'il contrôle, est-ce qu'il ne contrôle pas. Et en réalité, et là-dessus, je rejoins beaucoup les travaux d'Emmanuel Hirsch récemment, qui montraient que finalement, cette crise a été plutôt bien gérée, pas exclusivement, même principalement grâce à l'État, mais aussi parce que tout un ensemble d'acteurs susceptibles dans le domaine de la pauvreté, de l'immigration, du chômage, des collectivités locales, des groupes, se sont mobilisés, ont trouvé des solutions, ont dû souvent improviser aussi des solutions pour traiter des problèmes urgents liés à la pandémie, mais aussi au confinement et aux mesures de gestion de la pandémie qui provoquaient des effets en cascade extrêmement déstabilisants. Et donc, on a eu une vraie mobilisation en France. On a eu une vraie mobilisation à tous les niveaux, mais celle-ci, elle est restée relativement discrète, elle n'est pas très visible. L'État lui-même n'en fait pas état. Donc, les collectivités locales ont commencé elles-mêmes à un petit peu publiciser leurs actions, les associations aussi, mais finalement, on a une vraie mobilisation quand même qui a joué un rôle important et qui mériterait d'être mieux valorisée et mieux utilisée aussi. C'est-à-dire qu'on sache effectivement comment l'exploiter la prochaine fois et s'appuyer dessus. Alors, je pense que ce serait intéressant d'en venir jusqu'à aujourd'hui et aux campagnes de vaccination, parce que ça rejoint finalement pas mal de nos propos. D'abord, dans un premier temps, on a tout de suite imaginé que les Français seraient absolument réticents à cette vaccination. Or, finalement, a priori, ce n'est pas le cas. Et puis, par contre, alors qu'on pouvait s'attendre à un côté un peu paternaliste, autoritaire, comme on nous y avait un peu habitués, notamment en 2018, quand les vaccinations pédiatriques avaient été rendues obligatoires. Là, on est beaucoup plus sur un discours incitatif et prudent. Alors, comment on peut expliquer à la fois donc ce manque de confiance, bon ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, ce manque de confiance des Français qui finalement sont assez rationnels et quand ils se rendent compte que ça fonctionne, ils vont se faire vacciner. Et puis peut-être un discours un peu différent sur la promotion de la vaccination elle-même. Peut-être Jocelyn Rhodes, c'est un peu votre spécialité. Oui, alors nous, effectivement, on a suivi la population française dans ses intentions vaccinales entre le mois de mai, à l'époque il n'y avait pas de vaccin, mais on avait quand même suspecté qu'il y en aurait un assez rapidement, jusqu'au mois de janvier. Et en fait, au mois de mai, assez paradoxalement, on avait des intentions vaccinales qui étaient très élevées en France, qui étaient comprises entre 60 et 70% selon les enquêtes, ce qui était un petit peu supérieur à ce qu'on avait observé avant les campagnes de vaccination, en tout cas à l'été 2009, avant que de grippe H1N1, avant que l'épidémie touche la France. On avait des intentions de cet ordre-là. Et au final, il y avait eu une petite dégringolade en 2009. Et mon hypothèse, mais je n'ai pas travaillé sur les décideurs publics ni sur les organisations, mon hypothèse, c'est qu'il y a eu quand même un traumatisme des autorités sanitaires par rapport à ce fiasco, cet échec de la campagne de vaccination de 2009 qui a finalement concerné 8% des Français alors qu'on avait préparé suffisamment de doses, enfin en tout cas acheté et préempté suffisamment de doses pour vacciner 75% des Français 2 fois. Et je pense, du coup, on a vu comment la campagne de préparation de la vaccination était habitée par une extrême prudence et avec des discours qui étaient presque peu engageants, en fait, de la part même des responsables de ces campagnes. C'était assez étonnant, il y avait très peu d'enthousiasme, très peu de discours positifs, c'était un discours extrêmement défensif et on voyait comment le sujet était traité sur le plan du cadrage public sous l'angle des effets secondaires. Puisqu'il faut savoir que depuis 10 ans, la manière dont la vaccination est pensée essentiellement en France, c'est sous l'angle des effets secondaires. C'est quelque chose qui est extrêmement structurant dans notre pays par rapport aux autres pays européens ou en Amérique du Nord, par exemple. On est plus dans une logique risque-bénéfice et cette question a été un peu édulcorée, en tout cas sur la première phase de la campagne, en tout cas jusqu'en décembre 2020. Et on a vu progressivement une chute de l'intention vaccinale qui est descendue en dessous des 50% au mois de décembre, plusieurs enquêtes l'ont montré. Sauf que là, on a assisté à une espèce de rebond, à la fois dans l'intention vaccinale, mais aussi dans la mobilisation sociale et dans l'ancrage en fait, médiatique, donc c'est dans la manière dont ce sujet est traité dans les médias, avec un grand nombre de leaders d'opinion qui se sont mobilisés, qui soient d'ordre dans le champ scientifique. Je pense à Axel Kahn qui a eu des mots très vigoureux pour défendre la vaccination, des personnalités du sport, des arts et spectacles qui également ont incité les Français à se vacciner. Et tout d'un coup, on a vu les choses un peu se rééquilibrer entre la question du risque d'effets secondaires et la question des bénéfices que pourrait nous apporter cette vaccination.
Et d'autre part, on avait quand même une tendance, ce qu'on peut qualifier de diminution de la version d'incertitude, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les Anglais, les Allemands, les Américains vaccinaient, les Israéliens également à tour de bras, si j'ose dire, au sens propre comme au sens figuré, on voyait que finalement ces vaccins n'avaient pas d'effets secondaires plus fréquents que les vaccins habituels, voire même légèrement moins fréquents que les vaccins habituels, et que dans cette prudence un peu cartésienne, les gens sont en train de réaliser que le vaccin ne pose, en tout cas à court terme, pas de problème particulier. Et du coup, a priori, on aurait gagné 10 points d'attention vaccinale, on serait autour de 55% aujourd'hui. Ma prédiction, c'est s'il n'y a pas d'accident vaccinaux majeur, on va continuer dans cette courbe ascendante qui semble avoir été observée un peu partout, notamment aux États-Unis. On était très bas aux États-Unis, on était à 50%, ils sont aujourd'hui à 75% d'attention vaccinale. Je trouve que c'est très réconfortant d'entendre tout ça parce qu'on a l'impression que finalement, on reste une population très rationnelle et sensible aux données de la science quelque part, alors qu'on n'a pas arrêté de dire justement pendant cette pandémie qu'on perdait cette rationalité, qu'on devenait beaucoup plus irrationnel et que la science n'avait plus d'impact en fait sur les avis des uns et des autres. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, William Dable, je crois que vous… Je pense… Jocelyn dira s'il est d'accord que… Bon, on sait qu'on a un noyau anti-vaccin un peu irréductible. Moi, dans les données dont j'ai pris connaissance, ce que je voyais surtout, c'était un attentisme, pas une réticence au vaccin. Un attentisme. Voilà un vaccin développé beaucoup plus vite que d'habitude, qui utilise un modèle biologique qui n'a jamais été utilisé, dont l'efficacité a commencé à être révélée par des communiqués de presse et pas par des publications. Les publications sont arrivées après. Il y avait de quoi être attentiste, hein. Je veux dire, on ne prend pas une décision de vacciner une population ou même une décision personnelle de se faire vacciner ou non sur la base d'un communiqué de presse d'une firme, même si ce communiqué nous donne une efficacité de 95% qui n'a pas été revue par les pairs, pour laquelle on n'a même pas un intervalle de confiance. Alors, il y avait de quoi être attentiste. L'autre chose, je pense, c'est que dans l'organisation de la campagne de vaccination, il y a quand même il y avait une contrainte, une double contrainte. Il y avait une contrainte logistique liée au fait que les vaccins ARN messagers doivent être congelés, et pour le vaccin Pfizer, c'est une contrainte très très forte, à moins 70, moins 80. Et l'autre contrainte, c'est qu'on n'allait pas avoir suffisamment de doses pour vacciner tout le monde tout de suite. Et donc, dans l'attitude de nos autorités, il y a à la fois, effectivement, je pense, une mésinterprétation des données de perception sociale de la vaccination qui a fait penser qu'une majorité des gens étaient contre. Il me paraît une erreur d'interprétation. Et il y avait le fait aussi qu'on ne voulait pas créer trop d'enthousiasme parce que derrière, on n'était pas capable d'en gérer les conséquences, c'est-à-dire une demande massive et immédiate de se faire vacciner. Bon, regardez, là, on nous dit 1 million de Français vaccinés par mois. Ça veut dire que dans 50 mois, on y est encore. Hein. Donc, il y avait cette contrainte-là. À gérer. Maintenant qu'on a, 15-20 millions de personnes vaccinées, qu'on a une meilleure appréciation du profil de risque, qu'on a à l'évidence un rapport bénéfice-risque très, très favorable pour les deux vaccins actuellement disponibles, les choses vont se rééquilibrer et on retrouvera ce 10-15% de noyau anti-vaccinal très idéologique et indestructible. Je veux dire, ces gens-là ne seront jamais convaincus. Je pense même que c'est perdre de l'énergie que d'essayer de les convaincre.
Alors, peut-être, Olivier Boraz, ça reflète encore une fois cette vision très caricaturale de l'opinion publique qu'ont nos décideurs. Et est-ce que ça explique aussi cette frilosité et peut-être le démarrage très lent de la vaccination en France? Là, quand on compare le nombre de vaccinés par million par pays, on est parmi les derniers. Parce que finalement, c'est cette vision caricaturale qui a entraîné, si vous voulez, ce ralentissement. Là-dessus, je vais être très prudent parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler sur le sujet. On va le faire, mais là, on n'a pas encore commencé à conduire des entretiens. Je pense qu'effectivement, il y a ce qui vient d'être évoqué par Jocelyn et par William est très important. Il y avait une peur, effectivement. Il y avait à la fois le précédent H1N1 de 2009, il y avait aussi le précédent hépatite B, virus contre l'hépatite B, vaccin contre l'hépatite B de 99-2000. Donc, je rappelle, une grande campagne de vaccination, enfin une campagne de vaccination ciblée, mais qui très vite a débordé et a touché l'ensemble de la population, qui a conduit à quelques effets adverses graves d'être repérés. Et à partir de là, effectivement, une campagne qui a été arrêtée, y compris dans les écoles, de manière assez brutale, avec des conséquences non négligeables. Je trouve que j'avais travaillé sur cette question à l'époque, et cet échec avait beaucoup marqué. Donc, il y avait effectivement le souci de ne pas reproduire ces erreurs. Comme disait William, une incompréhension la confusion entre les anti-vaccins et puis les attentistes. Et ça c'est très grave. Mais déjà en 2009, là je renvoie aux travaux de notre collègue Jeremy Ward, qui avait bien montré comment déjà en 2009, le mouvement anti-vaccin, qu'on avait effectivement construit comme étant un mouvement puissant qui avait conduit à peu de Français à se faire vacciner, était en réalité une constellation de petits mouvements avec des visions très différentes, des positions très différentes, et qui en réalité pesaient très très peu. Donc je pense qu'il y a ça. Après, il y a quand même aussi, on peut quand même revenir à des questions plus organisationnelles, puisque c'est mon fond de métier. Il est quand même clair aussi que cette campagne, comme les précédentes décisions liées au confinement et au couvre-feu, n'a pas été préparée, n'a pas été bien anticipée, n'a pas été... ça faisait des mois qu'on attendait un vaccin, on aurait pu effectivement s'attendre à des vrais travaux de préparation. Ils ont été conduits par certaines organisations comme le Haut Conseil, l'HAS, le CIC aussi, le Centre interministériel de crise, a conduit un peu des réflexions là-dessus, mais il n'y a pas eu de vraie réflexion, ce qui fait que les problèmes logistiques qu'on a rencontrés là, au début de l'année, ils ont pris tout le monde de court. On a découvert qu'il fallait effectivement des réfrigérateurs très puissants, qu'on n'en avait pas beaucoup, qui ne marchaient pas tous. Et la question de la livraison, de la distribution, tous ces problèmes-là, qui étaient des problèmes qui auraient pu être anticipés, ne l'avaient pas été. Et là, on retrouve effectivement un vrai questionnement. C'est comment se fait-il effectivement qu'on n'ait pas anticipé, qu'on n'ait pas réfléchi, qu'on n'ait pas préparé. Mais je vous dis, la même chose s'est posée pour le second confinement, pour le couvre-feu, pour le premier confinement. À chaque fois, des décisions qui sont prises le sont relativement dans l'urgence, avec très peu de préparation et une fois plus une vision très descendante, c'est-à-dire qu'on prend une décision, l'intendant suivra. Et mes collègues et moi avons pris l'habitude de le dire, c'est en l'occurrence après l'intendance prendra, parce que ça ne marche pas. Après on s'en prend à l'intendance, donc on s'en prend à la bureaucratie, on s'en prend aux agences, on s'en prend. Tout ça parce que la décision au départ, quand elle a été prise, n'a pas été pensée en prenant en considération les conditions de mise en œuvre. Et ça, c'est un phénomène récurrent dans cette crise. À chaque fois qu'on prend une décision au niveau central, on ne prend pas en considération les organisations, les acteurs qui sont chargés de la mettre en œuvre, leurs contraintes, leurs moyens, leurs ressources, et on n'anticipe pas les problèmes. Et ensuite, quand les problèmes surviennent, eh bien, on met en cause la bureaucratie, on met en cause les fonctionnements procéduraux. Emmanuel Macron n'est pas le dernier, effectivement, à accuser la bureaucratie de tous les maux. Mais fondamentalement, le problème reste des décisions qui sont prises dans des lieux, et ce qui est frappant, je terminerai là-dessus, mais y compris, on a eu comme des prises de parole récentes d'experts, conseils scientifiques, HASR, qui disaient, voilà, ou même au niveau des cellules en charge de la vaccination, qui disaient, les questions de logistique, ce n'est pas notre ressort. Quand on prend une décision pour vacciner une population entière, c'est quand même pas un point négligeable, effectivement, que de réfléchir à comment on va distribuer le vaccin, qui va faire les piqûres. Toutes ces questions-là ne sont quand même pas des détails. Donc, je pense que ça joue aussi quand même beaucoup dans le caractère très désorganisé et dans la population française, on sent quand même s'interroge sur la cohérence de ces décisions et de ces mesures. Alors finalement, si je résume, ça reflète à la fois une grande improvisation du côté de nos décideurs, mais finalement aussi une grande rationalité,
Et peut-être qu'un excès enfin, un sursaut de rationalité, de cartésianisme du côté de la population face à ces différentes mesures et à cette situation inédite. On va peut-être passer aux questions, parce que ça fait déjà une petite heure qu'on discute. Je vois qu'il y en a quelques-unes sur le confinement. D'où venait l'idée radicale de confiner, et est-ce que certains pays avaient cette mesure de confinement comme dans leur plan, en fait, dans certains plans de réaction à des crises sanitaires? C'est la Chine qui lance le confinement. Mm-hmm. Il confine toute une province. Le rapport de l'OMS, d'ailleurs, d'il y a, pas le récent, mais celui de l'année dernière, nous apprend quelque chose qui n'a pas été suffisamment souligné. C'est qu'en même temps qu'ils ont confiné la province de Hubei, les Chinois ont envoyé 15 000 épidémiologistes sur le terrain. 15 000. Pour le coup, pour tracer les transmissions, comprendre… Assez isolé. Mm-hmm. Donc, oui, les Chinois décident de faire ça. Comme mes collègues le disaient, on est en grande partie pris au dépourvu. Et il y a ce mimétisme que vous évoquiez dès le départ. Ça semble s'imposer comme la décision à prendre. Et est-ce que la Chine avait le confinement dans son plan de gestion de crise, par exemple? Est-ce que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mm-hmm. Mais le précédent du SRAS, en 2003, a pesé très lourd, puisque si en Occident, je laisse de côté le cas de Toronto, qui était assez particulier, nous avons eu des cas sporadiques de SRAS à gérer. À Pékin, l'épidémie a flambé. Et la grande différence, je le rappelle, parce que c'est fondamental, c'est que le SRAS n'est pas contagieux avant la survenue de la fièvre, ce qui rendait les choses beaucoup plus faciles, puisqu'il n'y a pas d'asymptomatique contagieux. Ça change évidemment tout. Mais à ce moment-là, à Pékin, les gens qui avaient de la fièvre, on les met dans des stades. Donc là, c'était même plus un confinement, là, c'était une prison à ciel ouvert. Hein. Mm-hmm. Donc ça, c'est les Chinois ont retenu ça. On était à l'époque du Nouvel An chinois, et donc ils ont bloqué la province de Hubei avant qu'il y ait une dissémination trop forte, et ça s'est imposé comme le modèle de référence dans tous les pays. D'autant plus qu'on n'avait pas de masque, pas de gel et pas de test, je le rappelle. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre, sinon de réduire les occasions de contacts sociaux. Ouais. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier Borès? Oui, non, le confinement comme le couvre-feu ne sont pas des mesures de santé publique. Comme l'a dit William Dab, voilà, ça fait pas partie. Dans l'arsenal des mesures de santé publique, on n'a pas le confinement ou le couvre-feu. Ce sont des mesures, à la limite, qui relèvent plus d'un registre d'ordre public, de sécurité. C'est une façon de contrôler les corps, de contrôler les comportements. Et le fait qu'en France, on ait une vision assez dure du confinement, avec en plus cette fameuse autorisation de sortie, qui est quand même quelque chose d'assez particulier, on avait bien effectivement d'une vision très sécuritaire de la crise. Et ça, pour le coup, en France, une crise, quelle que soit la nature de la crise, c'est d'abord une question d'ordre public. C'est une menace à l'ordre public. C'est une menace, effectivement, c'est la crainte du côté des pouvoirs publics. C'est pour ça que nous, dans notre livre, on a parlé d'une panique des élites, parce qu'effectivement, il y a ce moment effectivement, où les élites craignent de ne pas de contrôle sur la situation, quelque chose qui leur échappe des comptes. Et le confinement, de ce point de vue-là, comme le couvre-feu, a le mérite d'être une manière de contrôler. On enferme les gens chez eux, on limite leurs mouvements, et on a une prise de la situation. Et on espère qu'à travers cette prise de la situation, on aura une prise sur le virus et qu'on arrivera effectivement à limiter sa circulation. Mais ça relève d'abord quand même d'un registre, selon moi, de sécurité publique ou d'ordre public, avant d'être une mesure de santé publique.
Alors, parmi les autres questions, donc on a évoqué tout à l'heure l'idée qu'on avait un peu généré un faux sentiment de sécurité en France et qu'on avait des plans de préparation qu'on a plus ou moins abandonnés. On avait des stocks de masques qu'on a abandonnés. La question, c'est à quel point c'est lié juste à un manque de… on n'a pas été confronté en fait à des crises et puis on se croyait prêt, ou bien est-ce que c'est lié finalement à une restriction, à des restrictions budgétaires? Un peu les, en l'occurrence, dans le cas de la pandémie actuelle, c'est un peu les deux. Mais ce qui est clair, moi, mes recherches actuelles portent justement sur tout ce qui touche à la préparation et la gestion de crise. Donc, ça fait effectivement 15 ans maintenant, à peu près, on va dire depuis 2004, grosso modo, que la France se prépare à gérer des crises majeures, qu'elles soient pandémiques ou liées à des catastrophes naturelles, terroristes ou autres. Et donc, on a développé effectivement tout un arsenal de mesures, de plans, d'organisation, d'exercices. On s'entraîne beaucoup, on s'entraîne régulièrement. Et tout ça, tout cet énorme ensemble très bureaucratique, et quand je dis ça, ce n'est pas au sens péjoratif du terme, mais au sens, voilà, on a vraiment mis en place quelque chose de relativement conséquent, relativement lourd, donne un faux sentiment de sécurité. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur des exercices de crise, j'ai regardé aussi des plans, et c'est vrai que quand on lit ces plans ou quand on assiste à ces exercices, on a souvent une vision très ordonnée de la crise. On joue des crises qui ne déstabilisent pas, qui ne débordent pas. Et donc, ça a pu aussi créer ce sentiment d'être prêt, d'avoir les outils nécessaires. Et finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on les testait sur des crises relativement limitées, relativement modérées, eh bien, ça ne fonctionnait pas trop mal, et donc on pouvait en tirer la conséquence que on était prêt, voilà, on était prêt à faire face à des événements plus graves. Mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, et ça, la France n'est pas isolée, c'est que quand la crise survient, comme je l'ai dit, cet énorme appareillage finalement paraît extrêmement lourd à manœuvrer, extrêmement contraignant, et donc on s'en libère, et comme en France, on crée des organisations en parallèle nouvelles pour gérer la crise, parce que justement ce dispositif est vécu comme beaucoup trop lourd et bureaucratique. Et donc et là en France, on a l'improvisation, elle s'est traduite par une floraison d'organisations diverses et variées qui n'ont cessé et qui ne cessent encore aujourd'hui d'être créées à côté, au-dessus des organisations existantes pour apporter plus de souplesse, plus de marge de manœuvre. Alors, une question qui vient peut-être compléter la précédente, on a beaucoup parlé du sous-financement des hôpitaux. Est-ce que c'est quand même un aspect explicatif de la crise en France, William Dab? Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de besoin hospitalier, bien sûr, mais je redis que le sous-financement, il est sur les équipes de santé publique de terrain, dont nous sommes à peu près complètement démunis. Donc, c'est facile de critiquer la bureaucratie, etc., mais il faut regarder de près dans les agences régionales de santé où sont les compétences de santé publique. Je rappelle que les agences régionales de santé, elles ont été principalement constituées par le regroupement des caisses régionales d'assurance maladie et des agences régionales de l'hospitalisation. Donc, elles sont quasiment entièrement dédiées aux soins. La dimension de prévention collective organisée, la dimension de santé publique, elle est familique dans les ARS. Et c'est ce que disait Olivier à l'instant, notre difficulté à gérer les problèmes logistiques, c'est pas tellement que les gens sont incompétents, c'est pas ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas, on n'a pas les ressources, notamment les ressources humaines d'organisation. Et ça, c'est par ailleurs compliqué du fait que, en fait, ceux qui ont des ressources logistiques, ce sont les préfets, notamment avec la sécurité civile, et que les ARS ont été créés et placés en dehors du système préfectoral. Et que de la même manière, les préfets savent parler aux élus locaux, c'est leur quotidien. La présence des élus municipaux, départementaux, régionaux dans les ARS,
elle est inexistante. Ces liens n'avaient pas de raison d'être. Donc, ce n'est pas la bureaucratie en général qui est le problème, c'est ces batailles d'épidémie, comme toutes les batailles de prévention d'ailleurs, elles se perdent ou elles se gagnent sur le terrain. Pas dans les ministères, pas dans les ARS, pas dans les hôpitaux non plus. C'est notre capacité à nous projeter sur le terrain avec les 4 E que Jocelyn a énuméré tout à l'heure, qui fait qu'on peut gagner ces batailles. Donc, on peut bien doubler les capacités hospitalières. Voilà, si le choix est fait, ça ne me choquerait pas, mais ça n'évitera pas qu'on se retrouvera dans des difficultés à gérer des crises à forte incertitude, comme celle que nous venons de connaître, avec des forts besoins de logistique et avec des troupes dont nous ne disposons pas pour faire face à ce genre de menaces. Alors, une autre question peut-être plus pour vous, Jocelyn Rode. Comment se fait-il que nous soyons plus soumis à des mesures sécuritaires plutôt qu'un accompagnement avec des mesures sanitaires? Ça rejoint un peu les discussions du début, mais… C'est une vraie question et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu s'attendre finalement avec l'évolution dans les expériences des précédentes épidémies qu'on aurait une approche beaucoup plus participative, beaucoup plus inclusive que ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Et c'est vrai que si on regarde au niveau européen, on a eu quand même, pour simplifier, l'Europe catholique au sud qui a mis en place essentiellement des mesures coercitives qui ont, ceci étant dit, fait l'objet d'une forte adhésion, donc d'un fort soutien de la population, qui n'était pas du tout acquis de mon point de vue, et qui a bien été observé, et l'Europe protestante, qui a plus une culture peut-être de respect de la responsabilité individuelle, et qui a probablement davantage incité les citoyens à respecter les gestes barrières, à rester chez eux, davantage que contraindre. Et c'est vrai que quand on discute avec les collègues en Suisse, en Allemagne ou aux Pays-Bas, ils nous ont dit qu'il y avait pas du tout, très peu de contrôle sur ces questions-là, qu'il n'y avait pas besoin de papier, qu'il n'y avait pas besoin de procédures particulières, quand bien même il y avait des interdictions, des obligations de rester chez soi. Donc on voit vraiment une différence culturelle très forte. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas expérimenté à un moment ou à un autre sur un territoire particulier ces approches incitatives, parce que quand même, bien avant le confinement, en fait, français, c'est un effondrement de la mobilité des Français. C'est-à-dire que 10 jours avant le confinement, les gens annulaient leurs vacances, commençaient à rester chez eux, bougeaient plus le week-end, etc. Donc, il y avait eu des comportements adaptatifs. Il y a eu une plasticité comportementale très forte face au risque. Et on avait vu les comportements des Français changer très massivement quelques jours avant le confinement. Et en fait, c'est là que je reviens aussi à la question du parisianisme qui a été mentionné plusieurs fois. On voit que ce qui a vraiment marqué la décision du confinement, c'est les images du canal Saint-Martin le samedi soir, où les jeunes se réunissent, se boivent, etc. Donc, c'est la France vue du prisme du canal Saint-Martin qui est assez étonnante, finalement, parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'avec les outils, alors je ne sais pas dire surveillance, mais en tout cas, on a des outils de suivi du comportement des populations qui sont quasiment en temps réel, les smartphones, les données d'Orange, etc. On aurait pu se rendre compte qu'il y avait des énormes changements de comportement collectif, peut-être qu'on aurait pu les accompagner, éventuellement passer la coercition si ça ne fonctionnait pas, mais ce n'est pas du tout la démarche qui a été suivie. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? On ne saura jamais, en fait, puisqu'on n'aura jamais expérimenté quelque chose de cette nature. Et du coup, je rebondis. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui pour ce couvre-feu généralisé à 18h, avec la vision des bars alors, je ne suis pas sur Paris, mais j'ai compris qu'à Paris, il y avait des terrasses bondées entre 18h et 20h autour des vins chauds, qu'on n'a absolument pas ailleurs, nous, ailleurs qu'à Paris. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être une explication de cette généralisation du couvre-feu à 18h avec une vision très parisienne? Là, pour le coup, il y a quand même il y a une vieille tradition, une vieille habitude dans les cas de pandémie, justement, de cibler des lieux de débauche comme étant les lieux, enfin, des populations jeunes, comme disait tout à l'heure Jocelyn, forcément irresponsables. Enfin, les jeunes sont irresponsables, on le sait bien. Et puis, il y a des lieux de débauche. Donc, on ferme les cafés, on ferme les bars, les cafés, à l'époque aussi les maisons closes, enfin, voilà, les lieux dans lesquels
on présuppose effectivement qu'il y a un risque aigu, mais en fait, il y a aussi une dimension fortement très moralisatrice derrière ces décisions et très, très paternaliste. Enfin, c'est vrai que quand on reprend le fil de la décision au mois de mars, en fait, la décision de confinement, elle est prise le 12 mars. Elle n'est annoncée que le 16, mais elle est prise le 12. Pourquoi ces 4 jours? D'une part, parce qu'il faut laisser les élections municipales se dérouler le dimanche. Et deuxièmement, parce que le gouvernement craint, je pense, une réaction forte des Français qui auraient désobéi. Donc, en échelonnant, on espère que ça va effectivement faciliter l'acceptation. Mais là où effectivement il y a une forme de malhonnêteté, c'est quand Édouard Philippe le samedi 14 soir, et puis Emmanuel Macron le 16 soir, s'appuient sur ces images du canal Saint-Martin pour justifier une décision en disant regardez, on leur explique qu'il y a un danger, ils ne comprennent pas, donc on va maintenant vous confiner. C'est là où il y a une forme de malhonnêteté. Et là, c'est pareil, parce qu'effectivement, il y avait peut-être quelques regroupements autour de bars à Paris. Je vous invite effectivement à venir à partir de 17h dans le métro, c'est bondé, les magasins sont bondés. Donc, parce que les gens, effectivement, rentrent chez eux, vont faire leurs courses. Donc, en termes de gestion de risque, je ne suis pas certain que le couvre-feu à 18h ait un effet majeur sur la diffusion du virus. En revanche, il pénalise effectivement lourdement les commerçants, les cafés, les restaurants. Oui, allez-y, William Dame. Ça rejoint ce que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on n'a pas la cartographie des sources de contamination, on n'a pas de rationalité à ces mesures. Donc, nous faire croire qu'un couvre-feu qui passe de 20 à 18 heures va nous permettre de contrôler l'épidémie demanderait d'être appuyé sur des données montrant que c'est entre 18 et 20 heures que la population se contamine. En réalité, sur la base des données épidémiologiques que l'on a, qui sont un peu éparses, mais quand même, avec le télétravail généralisé et quand même des couvre-feux, il y a deux circonstances de contamination qui sont fortes actuellement. C'est les transports en commun, les transports publics collectifs et les écoles. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées. Bon. Ça, c'est sur quelle étude, du coup, que vous vous appuyez? Comment? C'est les études de l'Institut Pasteur Il y a l'étude de l'Institut Pasteur, de mon collègue Arnaud Fontanet. Puis, non, mais ce sont les données. Regardez sur Santé publique France, les données sont accessibles de pourcentage de tests positifs en fonction de l'âge. Et on voit actuellement que le pourcentage de tests positifs augmente chez les jeunes. Il est vraisemblable que la principale source de circulation du virus est là. Du strict point de vue épidémiologique, il vaudrait mieux fermer les écoles que le couvre-feu. Maintenant, fermer les écoles, ça pose beaucoup de difficultés parce que d'abord, quand on parle aux enseignants, ils nous disent que les retards scolaires du printemps ne sont pas encore rattrapés, qu'on est peut-être en train de sacrifier là une génération, c'est très problématique. Deuxièmement, avoir les enfants à l'école, économiquement, ça a également d'énormes conséquences. Au lieu de nous expliquer ça, qui est une réelle difficulté et que les gens peuvent comprendre, on a à naviguer dans un réseau de contraintes qui est complexe, et si on gagne d'un côté, on va perdre de l'autre. Tout ça s'explique. On ne l'explique pas, mais on nous fait croire qu'un couvre-feu à 18 heures va régler le problème, ce qui serait quand même très, 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 très étonnant. Donc je redis que tout cela serait grandement facilité, y compris dans la construction de la confiance sociale, si ces décisions-là pouvaient être étayées à partir de données au demeurant faciles à recueillir. Je veux dire, un questionnaire de source de contamination, c'est une quinzaine de questions. Et on n'est pas obligé de les poser chez tout le monde. On sait parfaitement faire des échantillons représentatifs. C'est pas compliqué. Même pour ça, nous n'avons pas les ressources pour le faire.
Et c'est ça que nous payons. Alors, deux questions qui se rejoignent, mais donc on a partiellement répondu à une. Est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de fermer les musées, les restaurants, les salles de sport, les cinémas? Là encore, on n'a pas de données en fait pour justifier ces fermetures. Et une autre question qui rejoint, est-ce que en fait, dans les futures mesures envisagées, on pourrait imaginer une ségrégation et un isolement des personnes âgées plutôt que le couvre-feu et la fermeture de certains lieux? Est-ce que c'est quelque chose qui passerait aussi Et c'est là, si vous voulez, la santé publique, c'est une double approche. C'est une approche populationnelle et c'est une approche collective. Donc, bon, l'approche populationnelle, on voit bien. La dimension collective de la santé publique, ça a été dit par mes collègues, elle a fait défaut. Tout ce qu'on avait compris et qui nous a permis de maîtriser quand même en grande partie l'épidémie de sida à une époque où on n'avait pas de traitement, toujours pas de vaccin, et donc le seul outil, le masque à l'époque, c'était le préservatif. Tout cet acquis communautaire qui a quand même permis de limiter cette diffusion épidémique, cette dimension collective de la santé n'a pas été mobilisée. La question que vous posez, elle mérite un débat. Un confinement ciblé sur l'âge, ça a une logique épidémiologique. Le président de la République a immédiatement fermé le débat là-dessus et l'a refusé. Ça aurait été intéressant que la Conférence nationale de santé, que le monde associatif, que le Comité national d'éthique débattent de cela et fassent la liste des avantages et des inconvénients. Ce débat n'a jamais eu lieu. Et pourtant, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on est en train de sacrifier des générations jeunes pour protéger des personnes très, très âgées? Je peux continuer. Est-ce que tout le monde dit qu'il faut commencer par vacciner dans les EHPAD? Je comprends la logique. Mais là aussi, un débat ne serait pas inutile. Faut-il vacciner les personnes de 95 ans? Quand on est en ressources limitées, est-ce que c'est ça le choix? Je ne dis pas qu'il n'est pas judicieux, je dis qu'il n'y a pas eu cette dimension collective, participative de la santé publique qui permet d'asseoir la légitimité des décisions quand on est en situation d'incertitude et quand on ne sait pas exactement quelle est la bonne solution. Si la science, la médecine, l'épidémiologie ne disent pas la bonne solution, un débat social peut être utile. Et ça a fait totalement défaut. Alors, il nous reste quelques minutes, mais je veux bien entendre Olivier Boraz et puis ensuite aussi Jocelyn Rode sur comment cette perception, cet isolement spécifique des personnes âgées aurait été perçu. Olivier Boraz. Je veux bien en parler parce qu'on a des données très précises sur ce sujet-là et puis évidemment, je laisserai la parole à Olivier Boraz. Alors, effectivement, moi, à titre personnel, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que je pense que c'est un débat qui aurait mérité d'avoir lieu. Sauf que lorsqu'on a posé ces questions-là dans les enquêtes, on s'est aperçu que les Français étaient d'accord pour des formes de, je ne sais pas si ségrégation c'est le mot, mais en tout cas de différenciation sur le plan géographique. Il n'y avait aucun problème avec ces questions-là. C'est-à-dire que mettre en place des mesures particulières dans certaines régions qui étaient davantage affectées étaient soutenues par une très grande majorité des Français. Par contre, à partir du moment où on inscrivait des mesures différenciatrices sur la base de l'âge, bien là, on avait une majorité de nos concitoyens qui étaient défavorables en fait, à ce type de mesures. Donc là, on voit vraiment se réactiver vraiment le fond égalitariste français qui accepte mal des mesures qui sont fondées sur des critères individuels. En fait. Mais cela dit, effectivement, moi aussi, évidemment, je suis entièrement d'accord avec William Dab. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans la manière dont cette crise a été gérée l'année dernière, c'est l'absence de débat et le fait que finalement, ce qu'on disait nous dans notre ouvrage aussi, que les morts de demain sont sacrifiés au profit des morts d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on privilégie effectivement la préservation aujourd'hui d'une certaine population à risque
mais en prenant des mesures qui vont avoir des conséquences, non seulement économiques et sociales, comme on se plaît souvent à le rappeler, mais aussi sanitaires, relativement lourdes. Alors, elles seront diffuses, elles seront moins visibles peut-être, elles seront décalées dans le temps, mais quand on parle de fermeture des écoles, il y a des études américaines très sérieuses qui montrent effectivement que les fermetures des écoles dans certains États comme la Californie ont des conséquences. Non seulement ça a des conséquences en termes de retard de développement, mais c'est des années de vie perdues. Donc, c'est pas juste un quotient intellectuel qui n'est pas aussi développé, c'est aussi effectivement des pertes de capacité, des pertes d'opportunités, et donc à terme une espérance de vie qui est réduite. Et on pourrait multiplier effectivement les exemples. Donc, c'est vrai que si on pose la question, est-ce qu'il faut prendre des mesures, cibler certaines populations en fonction de l'âge, je peux comprendre qu'effectivement que la réponse soit non. Si on commence effectivement à apporter des données pour montrer que les conséquences des mesures que l'on prend, eh bien, elles font reposer sur les générations moins âgées, plus jeunes, un coût qui n'est quand même pas négligeable, à ce moment-là, effectivement, ça modifie le terme de la discussion. Et une fois de plus, moi, je ne tranche pas, mais c'est là où William a raison. Il faut un débat. Il faut qu'à un moment donné, on ait ces éléments et qu'on pose effectivement la question de savoir est-ce qu'effectivement la préservation, la protection de la vie des gens de plus de 75 ans justifie des mesures qui peuvent avoir des effets sanitaires lourds sur d'autres populations, soit en fonction de jeunes, mais aussi des populations précaires, les conséquences du chômage, les conséquences de la pauvreté. Tout ça a des effets sur la santé qui sont relativement bien documentés, qui sont connus même. Et c'est ce débat-là qu'on doit avoir. Et je ne comprends toujours pas pourquoi on se refuse à l'avoir. Alors, bien sûr, politiquement, il est très sensible, parce qu'on va tout de suite vous sortir l'eugénisme. On va tout de suite vous sortir des accusations, effectivement, ce qui est une caricature. Mais en même temps, ne pas mettre en avant les conséquences de ces mesures que l'on prend actuellement et leurs coûts sanitaires, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et d'un point de vue éthique, je trouve que ces décisions posent énormément de problèmes. Et donc sont souvent en fait résolus par ensuite à d'autres échelons, par d'autres acteurs. Les hôpitaux aussi, il y a des formes de choix qui se font. Mais le fait que ce débat-là n'ait pas eu lieu, effectivement, mais pour moi, était une grande faillite de notre gestion de la crise. La France n'est pas isolée, hein, je précise tout de suite. Hein, voilà, on n'est pas les seuls à avoir évité sagement ce débat. D'autres pays l'ont un peu abordé quand même, ou en tout cas en ont parlé. Et c'est vrai que le modèle suédois qui est souvent décrié, eh bien, effectivement, cette question-là, elle a été évoquée, elle est posée ouvertement. Bon, je ne défends pas le modèle suédois, hein, mais je dis juste qu'il y a d'autres pays qui, effectivement, ont posé la question ouvertement. Nous, on se refuse de la poser. Et ça rejoint ce que disait William, le fait qu'on n'ait pas les connaissances après sur les formes de contamination, les contaminations, tout ce manque de connaissances. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on gère une crise en se revendiquant constamment de la science. Et finalement, dans beaucoup de décisions qui sont prises, il y a très peu de science, ce qui est une sorte de paradoxe inouï. Et effectivement, les Français sont à l'écoute, sont plutôt effectivement écoutent ce qu'on leur dit, sont plutôt rationnels effectivement. Donc il y a beaucoup de science qui parlent autour de nous, mais les décisions prises ont une base scientifique extrêmement fragile. Bon, je crois que vous avez vraiment résumé finalement toutes nos discussions. On a bien perçu à la fois l'improvisation des décisions par manque en fait de données, par manque d'éclairage scientifique, alors que dans un même temps, on avait cette population qui était, elle, en attente quelque part hein, de cet éclairage scientifique pour prendre des choix raisonnés et raisonnables. Donc là, on a dépassé même notre temps de parole. Merci beaucoup à tous les trois pour ces discussions qui étaient passionnantes.